Bonjour tout le monde. Je vous laisse finir de prendre place. Bonjour aux gens qui sont en ligne. Merci d'être là. Et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Je laisse la parole de suite à Gilles, qui va vous parler de belles choses autour de l'agilité. L'agilité à l'échelle. Est-ce que l'agilité à l'échelle peut marcher? Déjà, on peut monter sur une échelle, donc profitons-en. Voilà. Je te laisse la parole. Et au-delà des frameworks, alors vous inquiétez pas, on va parler un peu de ça quand même. Tout d'abord, merci à l'Agile Tournior et à nos sponsors qui ont pu, donc sans eux, on ne pourrait pas réaliser cette bel événement. Et puis merci encore aux orgas. Bravo. Alors normalement cette conférence on l'a fait à deux, donc Aurélie n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc c'est une coach agile product owner chez Concerto, comme moi. On est chez Concerto, on est nantais, et on a pas mal travaillé autour de quelques grands comptes, notamment je vois aussi chez IMA, notamment s'il y a des personnes de chez IMA ou pas. Non? Ok. Et puis je m'appelle Gilles, je suis coach agile, voilà, comme ça permet d'être au niveau du marketing, ça marche super bien. Alors que voilà, on appelle le gars des méthodes, voilà. Donc je suis facilitateur aussi, et puis j'ai un site qui s'appelle l'Atelier collaboratif qui recense plein de bonnes pratiques collaboratives. Vous pouvez même faire des choses un peu comme Miro où vous allez pouvoir créer vous-même des ateliers même en ligne. Voilà ce qui pour moi. Donc avant propos, on va commencer comme si c'était une petite randonnée. On va essayer de voir l'agilité à la grande échelle, c'est quoi, et puis qu'est-ce qui pourrait nous amener à gravir cette échelle. Voilà. Alors j'ai pas la prétention d'avoir vraiment la science infuse et vous dire voilà ce qu'il faut faire. Au contraire, peut-être vous allez partir avec plus de questions que vous en aviez au départ. Je suis désolé. En tout cas, c'est le fruit de nos expériences. Et puis voilà. Donc, on va partir en fait en randonnée. Donc, on est parti déjà. Et puis, on a notre roadmap qui est, on va partir à l'échelle. On va partir dans l'agilité à l'échelle. Alors, pourquoi faire l'agilité? C'est la première question qu'on va se poser. Et c'est souvent la première question que je pose quand on décide, demande, voilà, je veux partir à l'échelle. Je veux que mon entreprise, moi DSI, soit la plus agile possible. Et souvent, j'ai eu au moins deux réponses comme celle-ci qui étaient, la première réponse était, l'agilité, ouais, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rentre dedans, parce qu'en fait, on n'arrive plus à avoir les nouveaux talents, on n'arrive plus à embaucher. Et donc, les développeurs, les techs, ils veulent absolument qu'on fasse de l'agilité. Voilà. C'est pas forcément la cause principale, en fait, derrière de passer à l'agilité. Pour moi, la première chose, c'est d'abord d'élargir les valeurs et les principes de l'agilité, quelque part. Donc ici, c'est quoi les valeurs Donc, c'est qu'on part, effectivement, on part d'une équipe Scrum ou une équipe qui fait de l'agilité, donc on va avoir les individus et les interactions, plus que les processus et les outils, c'est la première valeur de l'agilité. Et là, ça va être quoi en l'agilité à l'échelle? Ça va être quelque part les équipes, les relations entre les équipes, plus que des frameworks ou des outils, en fait, des processus. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Donc élargir les valeurs de l'agilité au sein de l'entreprise. On pourrait avoir finalement plein d'équipes agiles, petites équipes agiles, ça pourrait marcher en fait. Donc là, on voit que ça ne va pas forcément marcher, qu'il y a un deuxième objectif, c'est synchroniser les équipes, ces fameuses interactions entre nos équipes. Et c'est ça qui va être le plus intéressant, et comment aligner nos équipes vers un objectif commun. Alors notre voyage, il a déjà commencé, quand on passe à l'échelle, c'est-à-dire que déjà, on a appris à marcher, qu'on est déjà devant l'échelle, c'est qu'on a déjà des équipes, au moins une partie de l'organisation qui s'est mise déjà dans un mode agile. Et puis, on va avoir en face de nous, donc du coup, pas mal de choses. On va avoir d'abord un produit complexe. Autant on a des produits, on a une équipe de 10 personnes maximum qui travaille sur un produit, un petit produit finalement, mais dans l'organisation, dans une grande organisation, on va avoir des grands produits, des
très complexes et comment on va travailler sur des produits complexes. Et puis, on va avoir aussi du TTM, hein, c'est-à-dire comment on va réduire ce TTM. Généralement, on a des équipes qui vont faire du Scrum super bien, on va avoir le besoin, et puis elle arrive en intégration, et voilà, on va attendre 3 mois ou la prochaine date de mise en production. Et là, on va perdre énormément, on va avoir du gaspillage de temps, et c'est là où on va essayer de trouver comment on peut réduire ce temps. C'est ça qu'on va essayer de chercher. Et puis, on a aussi l'organisation qui va être devant nous. Hein. C'est une organisation peut-être matricielle, une organisation pyramidale. C'est pas ce qu'on va rechercher dans un mode agile. Hein. Donc, on va avoir une organisation en face de nous qui va peut-être être réfractaire à ce changement. Et puis, donc, du coup, aussi des ressources humaines. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir comment intégrer des nouvelles personnes. On va avoir des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire comment on va faire dialoguer, travailler, faire ensemble, que ces interactions entre des personnes de différentes expertises travaillent ensemble. On va voir cette problématique. Puis on n'a pas que ça en face de nous. On a la loi de Brooks. Alors, si vous avez été tout à l'heure dans la conférence de Julien Topsu, il en parle très bien. La loi de Brooks nous dit quoi? Elle nous dit plus on a de personnes dans une équipe, plus on va avoir d'interactions. Ici, si on a 3 personnes, on va avoir 3 interactions. Et puis, plus on va atteindre ici 10, 15 ou 14 personnes, on a jusqu'à 91 canaux de communication entre ces personnes. Et ça va être la même chose pour les équipes. Là, ici, c'est pour ça que Scrum nous dit d'ailleurs de faire des équipes de moins de 10 personnes. Il préconise de faire des équipes de moins de 10 personnes pour éviter justement cette loi de Brooks. Et puis, pareil, même si on pense à d'autres frameworks comme Scrum at Scale, c'est plutôt 5. On va essayer d'avoir 5 personnes. C'est finalement la taille quelque part idéale pour pouvoir travailler dans une équipe. Et donc dans les équipes, c'est pareil. On va essayer, si on a 100 équipes, si on est 500 et on fait 100 équipes de 5, on voit bien qu'on va avoir beaucoup d'interactions. Ça va poser un problème. C'est aussi le médical Jérôme. Donc vous savez, c'est les fameuses 9 femmes ne fait pas 9 enfants en 1 mois. Et c'est tenu de Fred Brooks. Et donc rajouter des personnes supplémentaires, et bien du coup on ajoute de la complexité dans l'équipe. Donc on a la loi de Brooks. Donc l'idée c'est de faire peut-être des équipes assez petites. Et puis on a la fameuse loi de Conway. Alors c'est quoi? C'est la loi de Conway nous dit l'architecture d'un système, l'architecture de notre produit va refléter notre organisation, l'organisation qu'on conçoit. Donc on pense qu'on va construire un produit. En fait, notre produit correspond finalement à l'organisation qu'on a mis en place. De même, si on a une méthodologie de projet même classique, cycle en V, on va avoir une méthodologie avec le besoin, l'expression du besoin, on va avoir ensuite l'architecture, ensuite on va avoir la conception, le développement, test et mise en production. On va avoir autant de structures, autant de directions que dans chaque phase. Donc c'est une copie finalement, même la méthodologie de projet est une copie de l'organisation. C'est l'organisation qui se met en face de cette méthodologie. Donc la loi de Conway va être compliquée, parce que finalement, on veut concevoir le meilleur produit pour nos utilisateurs, et là, en fait, c'est l'organisation qui conçoit le produit, quelque part. On a ça, et puis on a autre chose aussi, on a ce qu'on appelle la charge cognitive des équipes. C'est toute la somme d'informations, ou toute la complexité de l'information que doit traiter une équipe. Alors, quand on parle de charge cognitive, on peut voir d'abord la complexité des tâches. Des tâches très très complexes donnent une charge cognitive importante pour les équipes, pour les équipiers. La complexité des tâches, et puis aussi les tâches qui sont non finies. Si vous ne finissez pas une tâche, vous ajoutez de la charge cognitive. Vous le connaissez très bien dans une équipe, quand l'équipe ne finit pas une tâche à la fin d'un sprint, eh bien ça ajoute en fait de la frustration, ça change de la charge cognitive. Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit apprendre à finir, commencer à finir. On est vraiment là-dedans. En fait. Et puis, on va avoir des interdépendances. C'est plus on a d'interdépendance, plus on a des liens de collaboration entre les personnes et les équipes, plus on va créer de la charge. C'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu cette loi de Brooks. Et puis, des changements constants. On va avoir des changements au fur et à mesure dans le produit. Le product owner ou les product owners ou l'organisation souhaitent faire des changements, et si ça change à chaque fois, on va avoir aussi un stress au niveau des équipes. On va avoir aussi un contexte organisationnel, les jeux politiques.
Et puis ensuite, on va voir aussi la vision aussi, qui n'est pas comprise. Hein. Si vous faites sans avoir une vision complète de votre produit, eh bien, vous allez aussi créer de la frustration et du stress. Donc on a tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, la première chose, c'est que, ce qu'on a parlé justement avec Julien Topu, c'est de faire l'inverse de Conway, de la loi de Conway. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la manœuvre inversée de Conway, c'est plutôt que d'imaginer la solution, on va imaginer d'abord l'organisation pour que l'organisation soit une copie de notre produit désiré. Et donc, on va modifier l'organisation afin d'influencer l'architecture du produit. Puisqu'en fait, on sait que dans la loi de Conway, de toute façon, notre organisation va influencer notre produit. Donc, on va essayer de s'organiser d'abord pour imaginer le produit qu'on souhaite. Ça, c'est le premier objectif. Donc, on va commencer par déjà réfléchir sur le produit, l'architecture du produit. Puis ensuite, on va commencer à travailler sur l'organisation. Ensuite, l'objectif numéro 2, ça va être optimiser ces interactions entre les équipes. Hein. Donc, plus on a d'interactions, plus c'est compliqué, plus on a de la charge cognitive. Donc, on va essayer d'optimiser ces relations entre les équipes. C'est un petit peu établir en fait un équilibre entre la taille de l'équipe et la charge cognitive. Hein. Donc, plus on a une taille importante et plus on a une charge cognitive importante, et plus on va avoir une structure aussi importante, on va avoir une espèce de monolithique, une application monolithe en fait. L'objectif numéro 3, ça va être quoi? C'est de rester simple. Okay, donc là, notamment au niveau du produit, c'est-à-dire comment, à partir de ce produit complexe, comment on pourrait le rendre plus simple, le découper ou pas. Et puis l'objectif numéro 4, eh ben, c'est ce qu'on appelait l'action learning, c'est-à-dire toujours s'améliorer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans une amélioration continue, on est dans une organisation agile, ça veut dire quoi? Une organisation qui va s'adapter au changement. C'est ça qui va essayer de trouver, en fait, de s'adapter dans l'organisation. On ne va pas pouvoir tout savoir dès le départ. Donc on va pouvoir commencer à faire un draft de notre organisation, et puis ensuite on va aller petit à petit modifier notre organisation en fonction du feedback. Bref, en gros, une espèce d'organisation résiliente, quoi. Alors pour ça, on a quand même pas mal de choses dans notre sac, avant de partir, dans notre sac à dos. On a quelques buzzwords, vous connaissez sans doute quelques-uns. C'est d'abord les frameworks. Les frameworks, on en a, vous les connaissez déjà. On a déjà des choses qui fonctionnent dans des petites équipes et aussi qui peuvent aussi fonctionner dans des grandes organisations, des grandes équipes. Donc on a bien sûr Safe. On a aussi Nexus, qui est aussi un framework qui est vraiment basé sur Scrum, mais qui est basé, qui a des limites jusqu'à à peu près une centaine de personnes. Et puis Less Udge aussi, ou Less, qui est un petit peu le pendant de Scrum. Et Scrum SQL qui est un des derniers frameworks. Vous voyez, il y en a des frameworks, tout à l'heure, Rachel parlait qu'il y avait des frameworks tous les jours, pas forcément, mais en tout cas, il y a énormément de frameworks à disposition. Le Safe a l'avantage d'adresser toute l'organisation, alors que Scrum Nexus adresse uniquement un produit, un unique produit avec une mécanique très Scrum. Donc on a ça, on a des frameworks en face de nous. On a aussi, alors j'appelais philosophie ou culture, Spotify. Alors c'est pas un framework, c'est pas un modèle, c'est voilà, c'est un état d'esprit, on pourrait presque dire ça. Et puis du Lean, le Lean IT, c'est aussi voilà, une approche d'amélioration continue. Donc ça, on a ça à notre disposition. On a aussi quelques boîtes à outils. Alors au-delà de toutes les pratiques agiles, on a aussi des outils pour designer des équipes. Team typologie, on verra un petit peu à quoi correspond ce genre de boîte à outils, qui va permettre de dire, ok, moi j'ai une équipe de tel type, avec quel type de relation. Et puis je peux aussi avoir Unfix. Alors ça, Unfix, c'est aussi une boîte à outils un peu nouvelle, donc de Jürgen Appelo, qui a créé donc le Management 3.0, peut-être que vous connaissez c'est toutes, qui a monté en fait un peu en miroir avec OSEF, en designant une organisation un peu différente. À l'as de carte et tout, c'est plutôt pas mal fait. Et puis on a aussi, je peux appeler aussi des modèles de maturité, c'est-à-dire comment je suis dans l'échelle, à quelle hauteur je suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va bien vouloir mesurer où je suis.
Donc, il y a Agile Fluency qui est un modèle de maturité qui ne nous dit pas un petit peu comme des modèles comme CMMI, qui vous dit, voilà, vous êtes au niveau 0 ou niveau 1, allez jusqu'au niveau 5, et comment on y va. Là, c'est plutôt un modèle de maturité qui vous dit, OK, bah, si vous êtes sur ce niveau-là, eh bien, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. En fait, ça dépend de votre contexte, votre besoin. Et puis, il y a un dernier aussi, là, c'est nouveau, qui s'appelle Org Topology. Alors, c'est un petit peu en miroir avec Team Typology. Alors, ils ne s'aiment pas du tout, hein, les deux. Pas trop. Mais je vais vous faire un petit zoom dessus. Parce que je le trouve assez intéressant. Ici, dans Org Topology, ils ont fait une matrice qui donne ici là, la complétude des compétences. Donc, en abscisse, vous avez la complétude des compétences. Je vais prendre ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des équipes. Là aussi, en fait, on va voir... ça va permettre, en fait, Org Topology, de cartographier, d'identifier le type d'équipe, l'équipe, où est-ce qu'elle correspond où? Elle est où dans notre organisation, dans cette map? On va la cartographier et identifier par rapport à ses compétences. Est-ce que, finalement, c'est juste des gens qui sont monocompétences? Ou des gens, ou des unités fonctionnelles, hein, des équipes qui sont sur une unité fonctionnelle, ou voire un peu plus, un multifonctionnel, donc beaucoup plus de fonctionnalités, ou voire carrément multi-apprentissage, c'est-à-dire qu'elle est sur l'intégralité de notre produit, quoi. Et donc, on va avoir des équipes qui peuvent être, donc, imaginons là, cette personne-là, eh bien, on pourrait avoir, vous connaissez peut-être l'histoire du tailleur de pierre, hein, donc on demande à un tailleur de pierre, qu'est-ce que tu fabriques? Eh ben moi, je construis... je taille des pierres, quoi. Donc là, on est au niveau plutôt faible, c'est-à-dire complétude des compétences. Ici, on est plutôt monotâche. Et puis, en ordonnée, on a aussi périmètre de travail. Sur quoi je travaille? Je travaille pour faire juste des bouts de pierre, quoi. Alors que vous demandez à un autre tailleur de pierre, il va dire, non, moi, ce que je fais, moi, je taille des pierres, mais je construis une cathédrale. Et en fait, du coup, cette personne-là, elle est plutôt en haut, c'est-à-dire qu'elle est dans un périmètre de travail qui est plutôt étendu, c'est-à-dire, c'est là que je vais montrer, hop, ici, focalisation sur la globalité du produit. Donc, est-ce qu'une équipe, est-ce qu'elle est quelque part hyper pluridisciplinaire, hein, c'est-à-dire qu'elle peut travailler sur n'importe quoi, et est-ce qu'elle travaille également sur n'importe quoi, et en plus, elle est focalisée sur la globalité du produit. Vous voyez, donc en fait, on peut voir que notre tailleur de pierre, finalement, il va se retrouver un petit peu là, c'est-à-dire qu'il a peut-être une compétence, je taille des pierres, mais j'ai une vision globale de mon produit. Et je travaille sur une vision globale de mon produit. Donc ça peut donner des choses comme ça, en fait, dans lesquelles on va avoir une douzaine de types, de topologies en fait, d'équipes. Ici, donc l'individu solitaire, là, qui est unique compétence, ou alors ici, on va peut-être avoir à la fin une équipe fluide, un flux rapide et optimisé avec un focus sur le client. Donc là, on a une équipe qui peut travailler sur n'importe quel sujet sur le produit et qui a toutes les compétences nécessaires pour le faire. C'est-à-dire les compétences de la conception, de la prise du besoin jusqu'à la mise en production. Donc là, on est sur l'équipe ultime, les équipes ultimes. Alors, un petit exemple. Tac. Là, ici, on va avoir, par exemple, notre architecte d'entreprise ici, hein, qui est peut-être un peu solitaire, mais qui va avoir une vision totale du produit. Ici, on va avoir peut-être les équipes back qui vont être plutôt tendues sur des tâches unités fonctionnelles, mais avec un périmètre de travail qui est, on est en train de mettre des fichiers Docker ou des conteneurs, et on n'a pas forcément une vision globale du produit. Les équipes mobiles ont en plus une vision peut-être globale du produit, mais ils sont peut-être aussi multipluridisciplinaires, ça c'est eux qui mettent en production, etc. Alors bien sûr, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des relations entre ces équipes. Et le but du jeu, ça va être ça. C'est d'aller là-haut. Alors, on va pas pouvoir. On est d'accord qu'ici, on est dans des équipes qu'on appelle un peu holistiques. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas la finalité, c'est un chemin vers ces organisations agiles où finalement, on va peut-être se retrouver là. Et l'idée, c'est de monter vers, en augmentant en fait notre complétude des compétences, hein, en étant le plus pluridisciplinaire possible et avoir une vision le plus globale possible du produit, donc c'est-à-dire intervenir dans l'intégralité du produit. Voilà pour petite parenthèse, Org Topology. On reviendra tout à l'heure, on essaiera de marquer en fait quels sont les types d'équipes qu'on pourrait mettre en place.
Alors la première question à se poser, du coup, après de pourquoi on y va, c'est quoi notre plutôt que de savoir quel framework on va mettre en place, c'est quels sont mes besoins et mon contexte. Et donc première question, c'est-à-dire mon produit, c'est comment je peux organiser mon produit, comment je peux gérer mon produit, quel chemin je vais pouvoir prendre. Donc on a deux chemins possibles finalement. On a le chemin j'ai un produit énorme, voilà, j'ai un gros backlog, on va le dire, j'ai un gros backlog, ou alors j'ai des petits backlogs différents sur mon produit et je découpe. Donc là, dans un premier temps, si j'ai un backlog et plusieurs équipes qui travaillent sur ce backlog, et bien là, on est sur une équipe qui est plutôt un petit peu en mode un peu Nexus, c'est-à-dire que j'ai mon backlog ici, et puis j'ai mes équipes, et mes équipes vont tirer le travail du backlog. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu, ok, soit elles sont spécialisées, soit elles sont carrément, elles peuvent prendre le travail au fur et à mesure, et elles ont une connaissance totale du produit. Donc là, c'est finalement quelque part une organisation un peu idéale, quoi, idoine. Et elle est très value maximizer, c'est-à-dire qu'en fait, on est orienté sur la valeur, et donc la priorisation, elle est faite tout de suite ici, et on a le pouvoir de dépiler et de prioriser au fur et à mesure, et ce qui apporte le plus de valeur pour le produit. Et puis, ça va aussi une organisation qui va peut-être aussi supprimer un petit peu ces silos techniques et ces silos fonctionnels. Par contre, on ne répond pas forcément, du coup, à une charge mentale. C'est-à-dire que toutes les équipes, chaque équipe va avoir des compétences techniques et fonctionnelles qui sont sur tout le produit et sur toute la partie technique, tout l'environnement technique. Et puis, on va peut-être aussi avoir du mal à avoir une identité d'une équipe. L'identité de l'équipe n'est pas, elle n'est pas forcément donnée a priori, quoi. Alors, le type d'organisation, c'est quoi l'objectif? C'est de faciliter, du coup, faciliter la priorisation des éléments du backlog, d'avoir, donc, du coup, créer des vraies équipes polyvalentes et minimiser, du coup, les dépendances techniques et fonctionnelles. Alors, bien sûr, l'écueil, c'est de répartir une répartition du backlog de sprints fonction des feature teams qu'on va avoir, quoi. C'est-à-dire que là, ici, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des spécialisations d'équipes sur des pans fonctionnels ou, du backlog. Ou, encore pire, des pans techniques. Ça, c'est un écueil. Et puis, on a un challenge de sécurité psychologique des équipes. Donc, ça veut dire que là, on se retrouve ici. Voilà. Sauf que ça marche bien. Et d'ailleurs, quand on parle de Nexus, par exemple, je pense à ce framework qui prend finalement, on a 3 à 9 équipes maximum. Donc on ne peut pas aller plus loin que là. Parce que notre produit est trop complexe. Et les équipes ne vont pas pouvoir suivre en fait, la complexité du produit. Donc en fait, ça marche jusqu'à 50 personnes. Ça ne peut pas marcher plus. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu. Et généralement, on va avoir des équipes qui ne sont pas forcément pluridisciplinaires, mais elles ont généralement une compétence un peu plus sur une partie du produit. Ou bien une partie de la compétence, c'est-à-dire un peu ici, quoi. Des compétences incomplètes avec un focus par contre sur le produit général. Autrement, une deuxième possibilité, de se dire, bon bah ok, on va découper notre produit, notre produit. En fait, on va découper notre produit comme on découpe des user stories. Je ne sais pas si vous connaissez le split poker, qui est un outil pour le product owner, qui permet de découper en fonction de différentes façons. Par exemple, ici, on pourrait découper notre produit par partie prenante, par persona, par exemple. On pourrait aussi découper notre produit par pan fonctionnel, ce qu'on va retrouver beaucoup dans les banques, dans les assurances. La gestion du contrat, gestion du sinistre, etc. Ou par contre, on peut aussi, sur un process, on peut le découper en fonction de notre... par exemple, j'ai une d'une équipe qui travaillait sur une gestion des demandes et des incidents, qui était organisée en mode un peu utile. Et donc, ils avaient repris le process. Donc, il y avait une équipe GDI, une équipe GDD, etc. Donc là, on va organiser en fait nos équipes. On va avoir des équipes, donc c'est-à-dire en fait des backlogs différents du coup, en fonction de notre process. Un backlog, un process. Façon de faire. Ou par canal. Là, on travaille à la Poste, donc on a des canaux différents pour
pour vendre des timbres. Hein. Donc c'est omnicanal, c'est-à-dire que vous pouvez, vous avez l'agent en bureau qui a un Smarteo, qui a un téléphone portable. Vous pouvez les acheter sur Internet, les timbres. Vous pouvez aussi les acheter sur des automates. Ça va faire finalement autant de backlog. Pourtant, on achète toujours un timbre. Alors il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois, hein, d'accord ? Pas dit que c'était une bonne ou une mauvaise idée. Et donc du coup, en fait, on va avoir plusieurs backlogs. On va avoir finalement ici toujours quand même une partition finalement de notre backlog général en plusieurs backlogs avec toujours ici un product owner et puis là on peut appeler un CPO, un SPO, un PPO, ce que vous voulez, qui va être donc le PO d'une fonctionnalité, d'un pan fonctionnel ou d'une partie du process. Alors la partition du backlog, hein, donc, ça va permettre d'être plus autonome sur le périmètre, ça va permettre d'avoir moins de charges cognitives sur les équipes, d'avoir une spécialisation fonctionnelle, diminuer donc cette complexité. Par contre, le problème, ça va être les synchronisations qu'on va avoir entre nos équipes. Et puis on n'a plus cette value maximizer, ces équipes qui sont orientées vers le produit en général, mais sur uniquement une partie du produit. Donc, l'objectif, hein, c'est bien hein, donc, de découper, d'avoir des équipes plus autonomes et possibles, et d'alignement fonctionnel et technique. L'inconvénient, c'est de pouvoir découper à un moment donné par partie technique. Hein. On se dit, comme on a parlé des canaux, finalement, un canal, c'est aussi du mobile, un autre canal, c'est finalement un automate, donc c'est quelque chose de technique, parce que techniquement, ça n'a rien à voir. Alors, d'un côté, on va faire du .NET, de l'autre, on va faire du JavaScript ou autre. Donc on risque d'avoir un découpage plutôt technico-fonctionnel, technique. Donc on se retrouve un petit peu ici, en fait. C'est-à-dire une focalisation sur une partie du produit avec des équipes qui ont plus ou moins une latitude pour être pluridisciplinaires. Mais en même temps, on enlève aussi de charges cognitives. On sait qu'ici, là, c'est compliqué d'y aller. En fonction du produit, s'il est très très gros, à un moment donné, on va être obligé de découper. Donc là, on va essayer aussi d'organiser du coup la complexité de la dépendance entre les différents produits. Comment on va les organiser donc là, on a une problématique, c'est organiser ces produits. Donc ici, un backlog par équipe, toujours, et hop, on va créer des liens, on va avoir des liens entre nos backlogs. Comment on va gérer ces liens entre les backlogs? Donc, une possibilité, c'est de créer, OK, on a des dépendances, et c'est assumé de notre backlog, et on va essayer de gérer toutes ces contraintes. Donc, on va le faire avec notamment des réunions avec tous les PO là, qui sont ici, et vont se rencontrer pour pouvoir gérer en fait toutes les dépendances entre les backlogs. Donc, ce qu'on va faire, en fait, une gouvernance en fait, de PO. Ensuite, le problème, c'est que on va avoir des dépendances. La complexité du SI va diminuer en fait, va diminuer. Et puis, on va pas forcément avoir beaucoup de synergie entre les équipes. Et puis, un des risques, c'est surtout on va créer des files d'attente. C'est-à-dire que si l'équipe 2 n'a pas fini une fonctionnalité que l'équipe 1 doit absolument avoir comme prérequis, et bien là, on va créer une file d'attente, on va créer un besoin, et donc on va créer en fait un espèce de diagramme de Gantt. On va attendre telle et telle équipe, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc le but, c'est toujours casser le maximum de choses, le maximum d'indépendance dans son backlog. Et d'ailleurs, dans un backlog, généralement, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut que chaque user story soit indépendante les unes des autres. Donc, on va simplifier la gestion des dépendances entre les produits, respecter la diversité des équipes, ça là aussi, et puis utiliser des modèles pour aligner les équipes. Ça, l'écueil, c'est pour aligner les équipes dans un outil stratégique. Je vais prendre ici. Donc ça, on va gérer les dépendances. OK, on les fait. Donc là, on va être obligé de créer de la synchro entre équipes. Donc généralement, c'est une personne, c'est un espèce de délégué de classe de chaque équipe qui va venir faire le lien entre les liens du backlog. On a ensuite, après, une deuxième possibilité, c'est de dire, tant pis. Ça, on l'a vécu. Ça, on ne fait pas de lien. Parce que ajouter des liens entre les équipes, ça crée encore, on avait dit, de la charge cognitive. Donc, on va arrêter de faire de liens. On va essayer d'avoir finalement quelque part des silos
On va se dire, on va avoir des backlogs différents pour chaque équipe. Voilà. Ça, je l'ai rencontré une fois. C'était, on avait donc un socle, voilà, commun donc un gros projet, un gros produit finalement, et qui a été donc. Mais par contre, il y avait différents clients et avec différentes deadlines. Et comme on a fait, ben en fait, ils ont été obligés de faire des backlogs différents avec finalement des mêmes features qui a été doublonné. Pas grave. On assume le choix parce qu'en fait, on doit servir tel client avant tel autre. Tant pis, on va faire le choix de faire ce genre de choses. L'avantage, c'est que au niveau de la CAF, on peut aussi, chacun a son backlog et donc du coup, on n'attend pas les autres, quoi. Donc ça peut diminuer le TTM, diminuer la complexité aussi, et puis aussi créer des innovations. Mais par contre, ça crée du redondant, quoi, des doublons techniques et même des doublons fonctionnels. Et puis aussi des silos fonctionnels. Et alors, vu comme ça, c'est pas très agile, mais en fait, ça peut marcher. Et deuxième chose, donc, du coup, c'est simplifier la gestion des dépendances. Et donc, l'écueil, c'est généraliser ce modèle, parce qu'en fait, l'idée, c'est on peut le faire dans un laps de temps assez court, mais pas forcément dans le long terme, puisque là, on va perdre aussi la vision produit des équipements. Donc, on se retrouve un petit peu là, en fait. C'est-à-dire que là, on est focalisé sur des fonctionnalités, sur une partie, finalement, une sous-partie du produit. Et puis, on a des compétences, voilà, ici, qui sont plutôt par là, quoi. Ou par là aussi, un peu. Donc, voilà pour les types d'équipes. Après, il va falloir gérer cet alignement, en fait, entre les équipes. Alors, il y a l'alignement stratégique. La première chose, c'est d'abord, ce qu'on s'avait dit, c'est de commencer par l'architecture et par savoir où on va. Donc là, la gestion de portefeuille, à ce qui est beaucoup adressé dans Safe, mais il y a d'autres outils, il y a des outils en tout cas qui permettent comme les OKR, qui est dans Safe d'ailleurs, mais qui va permettre en fait de trouver en fait à partir d'un objectif, on va prendre les objectifs de l'entreprise et après on va les décliner en key result, en résultats clés. Puis chaque résultat clé en initiative. Et chaque initiative va pouvoir après être pris par chaque équipe. Un exemple, c'est un truc qu'on peut faire, c'est généralement c'est avoir là ici on a un board d'un sprint, on a un management visuel d'un sprint. Là, on a l'objectif de sprint, la date, etc. Et là, en fait, plutôt que faire directement nos user stories à faire, on va se dire, c'est quoi nos objectifs? On va mettre, qu'est-ce qu'on sert en fait en faisant cette user story? On sert des initiatives qui servent des résultats clés, on va pouvoir les regarder et qui sert aussi à un objectif. Et donc là, en fait, à chaque fois, on va regarder ici quelles user stories elles sont liées à quelle initiative, résultat clé, etc. Et ça, on va pas le cacher à l'équipe, ça. Et puis aussi, on va aligner nos clients finaux. Pensez aux contraintes de vos utilisateurs. Alors, Aurélie en parle vachement mieux que moi, mais on en parlait dans l'assistance. Quand vous avez vous avez un petit bouton dans votre voiture pour appeler l'assistance, la personne qui va répondre à la téléassistant, elle part du principe que voilà, elle récupère cette alerte. Si votre application change toutes les 3 semaines, vous allez imaginer le stress que ça va donner à la personne, à la téléassistante. Donc en fait, la modification permanente, l'adaptation, le changement, les nouvelles fonctionnalités en permanence, ouais, mais jusqu'où en fait, à qui on s'adresse, à quel client finaux on va s'adresser? Oui, pourquoi pas dans le grand public, et encore, mais dans l'entreprise, c'est pas forcément conseillé de faire des modifications au fil de l'eau, quoi. L'aliment métier, donc aussi penser aux contraintes aussi des métiers. Alors, est-ce que notre métier, elle est aussi disponible? C'est-à-dire que là, récemment, là, on a lancé justement des grands trains safe. Jusqu'au moment où les métiers ont dit stop, on arrête, on n'est pas prêt, on revient dans un an. Donc d'abord essayer de trouver est-ce que notre métier est prêt ou pas à y aller,
quelles sont leurs disponibilités, et puis comment on va équilibrer tout ça, quoi. Et va donc du coup, après, avec qui, hein, quelle maille de travail, hein, qui va travailler sur des EPIC, des UX, etc. Ça, c'est un gros travail à faire en amont, quoi. Et surtout, du coup, prendre le temps en amont, quoi. Ensuite, l'alignement fonctionnel. Donc là, l'alignement fonctionnel, on a un petit peu parlé, hein, c'est que comment on va, ici, il va falloir trouver une organisation dans laquelle on va avoir une gouvernance de PO, hein, si vous voulez, avec alors ici on a mis des SPO, des PM, des CPO, ce que vous voulez. L'idée c'est quand même qu'il y a une personne qui décide au final. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un problème de décision. La décision normalement doit être prise à un moment donné, la priorisation en tout cas doit être prise par une personne, quoi. Ça, c'est l'alignement fonctionnel. Et puis aussi, il y a la dimension aussi équipe, on va dire équipe de développement, l'alignement de l'organisation en général. Alors, il y a plusieurs frameworks qui existent, hein, donc, notamment qui peuvent répondre à ça avec Scrum at Scale, qui parle de bureaucratie minimum viable, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'ajouter sur nos copiles, nos coproches, nos co-suis des trucs d'affinage, des sprint review, etc. C'est de revoir tout à plat et d'imaginer, ok, bah, quels sont les événements ou les réunions les plus utiles. Derrière ici, alors le principe, il est tout simple, hein, c'est le fameux Scrum Scrum, hein, c'est de dire, bah, j'ai une équipe, j'ai 5 équipes, et ben je vais faire des Scrum Scrum, donc je vais de manière régulière, ça peut être en daily, on va avoir donc un représentant dans chaque équipe qui vont se retrouver pour travailler et se synchroniser sur les problèmes technico-fonctionnels. Et puis quand on a 5 équipes, ça marche, mais après quand on a 15 équipes, 20 équipes, et ben ça va être pareil. Donc on va avoir du Scrum of Scrum, c'est-à-dire que chaque représentant de chaque groupe de 5 équipes vont se retrouver une nouvelle fois pour faire cette synchronisation entre les 5 équipes. Et on va faire, c'est un petit peu fractal, donc c'est-à-dire qu'on gardera toujours des équipes en gros de 5 et on va faire des groupes de 5 équipes. Ce qu'on pourrait appeler presque des tribus en Spotify quelque part. On va toujours garder en fait ce nombre inférieur de 5 équipes. Et puis si on va encore plus loin, on peut avoir ce qu'on appelle le Executive Action Team. Donc là on est sur carrément le pilotage dans une transformation agile. On va faire du Scrum of Scrum of Scrum of Scrum. On a des rôles, après dans le SAFe, hein, on a plutôt des rôles de RTE, de STE ou de LES, hein, qui est une communauté en fait de communauté de pratique qui est plutôt qui serait à ce niveau-là. En tout cas, la synchronisation, elle se fait généralement donc en daily, voilà. Donc c'est-à-dire une personne pourra faire 2 daily dans la même journée, quoi. Et ça marche plutôt assez bien. Et puis aussi, on va à un rythme, c'est-à-dire comment on va aligner le rythme. Souvent, on a des équipes Scrum, mais aussi on peut avoir des équipes Kanban. On peut avoir finalement aussi un peu un mixte. C'est-à-dire que tous les frameworks qui sont présentés sont souvent des frameworks cadencés, hein, donc avec des sprints. Voilà, alors que Kanban était plutôt sur des flux tirés. Là, on peut avoir ici, dans notre exemple, là, c'était des équipes qui sont plutôt en mode plutôt Scrum et qui génèrent en fait une partie du logiciel. Mais là, ici, typiquement, on peut avoir la production. Et donc la production, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, hop, ça va en production. Et là, du coup, ils sont en mode Kanban. Ils sont en flux tirés. Alors c'est là où il faut faire très attention parce que là, c'est là où on voit des goulets d'étranglement. Mais c'est une possibilité aussi, hein, pas agnostique, de dire tout le monde en Scrum. Là récemment, dans une grande boîte, on m'a dit, hein, j'ai dit, bah voilà, cette équipe, franchement, elles ont dit que Scrum, ça ne fonctionnait pas. Enfin, il y a trop de changements. Enfin, c'est pas forcément adapté à leurs besoins. Non, c'est pas grave, il faut que tout le monde soit mis en Scrum. Dommage. Après, c'est une façon de voir les choses, hein, c'est-à-dire que tout le monde soit en Scrum pour avoir les mêmes métriques, etc. Moi, je préconise plutôt qu'on soit agnostique et puis qu'on teste les choses. Et puis, si une équipe pense que Scrum ou Kanban est mieux, ben voilà, qu'elle le teste. Et puis après, on verra. Et puis aussi sur l'architecture, l'alignement, non. Alors l'alignement sur l'architecture et notamment sur le code, hein, puisque là, nos interactions entre individus, c'est bien, mais aussi l'interaction dans le code. Et comment on va avoir un code qui va permettre qu'il soit finalement un peu open source, hein. Donc ce qu'on peut appeler l'inner source, hein, c'est-à-dire que l'architecture émergente. Là, c'est aussi un gros sujet qu'il va falloir mettre en place. C'est-à-dire que
le code appartient pas à l'équipe, mais elle appartient à tout le monde. Le principe de Scrum départ, c'est que le code appartient à toute l'équipe. Et ben le code, il appartient à toute l'organisation. Et donc, on mettra en place des architectures de type comme Inner Source Commons, qui va justement encourager la collaboration. Donc, j'ai besoin d'avoir une nouvelle fonctionnalité dans le cœur du framework. Et ok, je suis l'équipe X, et je vais pouvoir m'engager dessus et pouvoir la faire. Donc ça, c'est une grosse avancée en fait. Ça permet vraiment d'éviter justement tous les silos en fait entre les équipes. L'alignement des pratiques et compétences. Donc là, ici, on a, alors là, c'est le fameux modèle Spotify où on va avoir ces fameux guilds et chapters. Donc ça, c'est des communautés de pratiques. Alors soit c'est des chapters, alors c'est où on va avoir c'est des responsables de compétences spécifiques au sein d'une tribu, donc on voit ici. Et puis on va avoir les guildes, donc c'est plutôt des communautés d'intérêt plutôt transverses. Alors des communautés, on en a fait plein, je pense que vous peut-être en avez déjà créé ou vous faites partie d'une communauté de testeurs, de Scrum Masters ou de développeurs. C'est facile à monter, c'est difficile à maintenir à jour. En tout cas, c'est important de mettre en place ces communautés, puisqu'en fait, souvent, là, on va avoir des testeurs, là, ici, peut-être ceux-là, qui vont travailler un petit peu en chambre, qui vont travailler dans leurs équipes. Et puis, comme on est des équipes super autonomes, super pluridisciplinaires, et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des silos techniques. Et donc, dans une boîte qui fait du transport, il y avait, je ne sais plus combien d'équipes, peut-être une dizaine d'équipes. Chaque équipe, donc des testeurs, et chaque testeur avait mis en place un outil de test différent. C'est-à-dire il y avait tous les outils du marché sur la place, quoi. Parce que on l'avait donné en fait finalement cette autonomie. Mais cette autonomie, en fait, elle est telle que en fait, ils avaient le choix des outils. Ok, très bien, mais est-ce qu'il faudrait plutôt qu'uniformiser, peut-être harmoniser, en tout cas de regarder si l'équipe à côté a aussi un outil de test qui pourrait peut-être correspondre à mon besoin. Parce qu'entre l'achat des licences plus la mise en compétence, la montée en compétence de tous ces outils, en fait, on crame du gaz un peu pour rien, quoi. Donc là, les communautés, en fait, sont un moyen d'uniformiser et puis de rendre les interactions. Et puis aussi, on est dans l'apprentissage aussi des équipes. Donc là, c'est mettre en place en fait des systèmes de communauté, quoi. Et puis après, on va aussi avoir des types d'équipes. Là, on a vu finalement qu'on a des équipes qui sont pluridisciplinaires, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. On pourra aussi avoir des équipes. Alors, ce qu'ils appellent, donc là, c'est Team Typology. Je ne sais pas mis là d'ailleurs. Ouais. C'est de Matthew Skelton et Manuel Pais, donc qui ont créé en fait un outil, une boîte à outils pour pouvoir designer des équipes. Alors, ils en ont spécifié 4. Alors, sur Unfix, là, on spécifie beaucoup plus. C'est un peu le même principe où on a ce qu'on appelle les Stream Align Team. Ce sont des équipes, c'est en fait, en gros, les feature teams, quoi, pour avoir ça comme ça. Les Enabling Teams, c'est ceux qui vont faciliter la vie des équipes. On peut avoir ici, je sais pas, une équipe de facilitateurs, par exemple, ou une équipe de coach. Là, la Complicated Team, elle ne dit pas son nom, mais c'est un peu une component team. C'est-à-dire que là, pour éviter la charge mentale de nos équipes, on va leur dire, bon, écoutez, on va prendre cette partie technique un peu touchy. Typiquement, on a une équipe qui s'occupe uniquement de la téléphonie, qui a un truc très particulier, techniquement très particulier. Et voilà, on va avoir une équipe téléphonie, voilà, qui s'occupe juste de cette téléphonie. Et donc, elle n'est pas forcément orientée feature team. Elle va servir en fait la feature team, comme la plateforme team qui va servir l'équipe. Donc ça, en fait, on peut avoir 4 types d'équipes différentes. Et puis derrière, se dire, bon, maintenant, maintenant qu'on a nos équipes, on va peut-être avoir aussi des relations entre nos équipes. Et donc là, ici, il nous propose en fait 3 types de relations entre les équipes. Des relations de collaboration, des relations de facilitation, en fait, qui vont aider les équipes à, et puis de X as a service, c'est-à-dire qu'il va fournir en fait quelque part une interface. On va avoir
une interface, en fait, un service, c'est-à-dire l'équipe A va servir l'équipe B, et l'équipe B va être le consommateur de l'équipe A. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'ici, hein, les relations donc, qui sont marquées ici, hein, collaboration, X as a service et facilitating ici. Donc, la collaboration, c'est pas on pourrait se dire que c'est le stade ultime, et en fait, pas du tout, puisque la collaboration entre les équipes est aussi est complexe et amène aussi une charge cognitive aux équipes. Donc, ça peut le faire, mais pendant un certain temps pour des sujets particuliers, la collaboration. On essaiera justement d'être X as a service, c'est-à-dire avoir plutôt des relations plutôt formelles entre les équipes. Et puis facilitating, c'est aussi pareil, c'est peut-être une équipe d'experts, là, enabling team, hein, ça peut être aussi une équipe d'experts qui va amener son conseil de l'expertise aux équipes. Donc comme ça, on va pouvoir créer. Alors, donc c'est un bouquin hein, qui a même aussi vendu avec des petits trucs à coller, enfin pas à coller, mais en tout cas des petits cartons hein, où on peut dessiner, designer comme ça une organisation. Alors ce qui est intéressant, c'est de le faire avant et après. Et puis il y a des types de relations qui vont être un peu aussi préconisées hein, pour la partie collaboration et X as a service. Hein. Quand on a une plateforme, on sera plutôt en X as a service. Donc là, en fait, quand on revient sur org topologie, vous vous souvenez, hein, on va dire ben, c'est quoi une component team, une équipe stream align team, et ben en fait, on va se retrouver un peu ici en fait. Hein. On va se trouver sur finalement une vue qui n'est pas forcément alignée sur tout le produit. Alors ça, moi j'ai pris ce que propose org topologie. Alors je suis pas complètement d'accord parce qu'en fait finalement on peut avoir des équipes alignées sur tout le produit en général. En fait, présente que bah, c'est bien ça, mais en fait on est en train de dire qu'en fait on peut avoir des équipes finalement des component teams, ce qu'on essaie d'éviter finalement hein, quand on passe à l'agile, et ben c'est ok, quoi, on peut le faire. Donc, justement, donc les personnes de org topology disent bah ouais, c'est un petit peu, on promeut un petit peu la médiocrité en se disant bah non, nous on veut aller jusque là en fait. Hein. Ok, on est ici, mais demain on va jusqu'en haut. Quoi. Et donc on va. Après, type topologie, hein, bien sûr. Préconise que toutes les équipes, enfin le maximum des équipes soient alignées sur le flux, quoi, qu'ils soient uniquement sur cette côté-là. Alors, pour finir, alors comment pour se lancer, donc plusieurs choses. Hein. Donc, d'abord repartir sur le besoin et non pas sur les solutions. Donc, connaître le besoin avant de commencer à livrer aux utilisateurs finaux. Et d'identifier donc les vraies contraintes justement organisationnelles qui sont du coup là inamovibles. Donc du coup ça commence par réaliser plein d'interviews avec les différents rôles, comme si c'était un stagiaire, donc un newbie. Donc on commence plutôt par repartir des besoins. Ensuite on va miser sur les acteurs du système, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas en fait une conception en chambre, hein, mais c'est avec tous les acteurs. Donc on va imaginer donc des open space technologies hein, qui va être des word café, d'idéation, hein, qui nous permettent de savoir bah ok bah si tous nos testeurs là, si l'équipe testeur n'était plus regroupée dans comme une équipe as a service, mais qui soit intégrée dans nos équipes, dans les feature teams, qu'est-ce que ça ferait? C'est quoi les enjeux, c'est quoi nos défis? Donc voilà. Donc c'est amener tous les acteurs sur la création finalement de cette organisation. Et donc ça veut dire derrière concevoir votre propre modèle. Pour nous, à chaque fois, alors sur des équipes de 5-6 équipes jusqu'à 50 personnes, c'est vraiment réalisable où l'organisation elle est co-construite. Elle est co-construite, on prend une journée ensemble et on va la co-construire ensemble, cette nouvelle organisation. Et en se disant surtout, on commence et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Et voilà. Donc pour ça, hein, comme je t'ai montré, hein, il y a la team typologie et il y a aussi OnFix qui existe, hein, qui est un peu plus complet, qui est aussi pareil avec un système de cartes qui vous permet de concevoir à toutes les équipes, voilà, comment on se voit demain là, et comment on va pouvoir interagir. Alors ce qui est intéressant, c'est quoi ma topologie d'équipe et surtout comment moi je vais interagir entre ces équipes. Et puis décider, hein, bien sûr. Décider, il n'y a pas de solution parfaite, donc du coup, hein, il faut aussi à un moment donné un ou deux décideurs qui endossent ce poids de responsabilité et qui dit ok, ben, on est parti. Et puis se poser le cadre pour après
conduire le changement, quoi. Et enfin, je viens de finir, mesurer la maturité agile. Donc là, c'est là où on peut avoir notre fameux outil d'évaluation pour savoir où on se trouve. Alors on peut le faire, cet outil-là, on peut aussi le retrouver aussi en cartographant chaque membre de l'équipe. Ça peut être aussi le cas, ça peut être aussi intéressant de voir des interactions. D'autres outils qu'on utilise souvent, c'est le squad check. Un squad check, ça permet de on a une dizaine de questions, une dizaine de thématiques, et puis l'équipe doit répondre. Si c'est vert, c'est OK, il n'y a pas de souci, on livre dans les temps, c'est génial. Ou alors c'est rouge, on livre jamais, on n'arrive jamais à livrer quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au-delà d'avoir des feux rouges et verts, c'est c'est d'avoir le verbatim qui va derrière et pour pouvoir avoir des actions de rétrospective, parce qu'on fait ça souvent en rétrospective dans chaque équipe. Et puis surtout, c'est voir l'évolution. Comment les équipes évoluent dans... ici, là, on voit sur aussi le santé de l'équipe, le fun. Est-ce qu'on a du mal ou pas à mettre en production, etc. Donc, c'est concevoir, en fait, ici... maturité agile afin d'évaluer et de pouvoir après se dire ok, comment on va pouvoir rechanger et refaire peut-être mettre des coups de tournevis dans notre organisation. Donc au final, posez-vous les bonnes questions pour repartir avec les besoins et les vraies contraintes. Co-construisez surtout l'organisation avec tous les membres du système. Testez le modèle. Tester et puis après conduire le changement. Et puis, je crois que j'ai fini. Voilà. Merci à vous. Merci.